à mon sens, ce qui est important, c'est de s'intéresser ne serait-ce qu'à l'économie, à comprendre le fonctionnement des institutions, et voir un petit peu comment ce monde fonctionne. Parce que quand tu avais les manifestations des Gilets jaunes, en fait, tout le monde disait il faut annuler la dette. Je veux bien, mais ça c'est utopique. Tu vas pas à t'en manquer, dire moi j'ai arrêté de payer mon crédit immobilier. Tu vas payer ton crédit immobilier, sinon tu n'as plus ta maison. Mathieu Faraco, moi j'ai la chaîne YouTube donc Libre et Riche, on a aux alentours de 215 000 abonnés aujourd'hui. Elle a été créée en 2018 avec pour objectif de démocratiser, si tu veux, et vulgariser les concepts d'économie, de finance, d'investissement de manière générale, que ce soit dans le domaine boursier ou financier, pur et dur, et immobilier. Donc ça c'est la chaîne YouTube. J'ai un cabinet de gestion de patrimoine, donc on fait de l'accompagnement en gestion de patrimoine, optimisation fiscale, civile, immobilière, financière, etc., etc. Et aujourd'hui, on a ce studio d'enregistrement, donc WeProd Studio, à la Tour Montparnasse sur Paris, quoi, donc investisseurs, entrepreneurs, et ainsi de suite. Bonjour à tous, bienvenue sur Finfluence, le podcast où on interviewe des acteurs majeurs de la finance moderne. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'être avec Mathieu Faraco de la chaîne Libre et Riche. Merci Mathieu. Merci à toi Jolan ou Joe pour les intimes. Et en plus de ça, on est dans un nouveau studio qui est justement le studio que vous avez fondé justement récemment. On en parlera peut-être tout à l'heure. Ouais, on pourra en reparler avec Célia et Céline. Je te laisse finir ton introduction et puis on en reparlera éventuellement. Et let's go. Déjà, peut-être pour commencer, donc on va parler de pas mal de choses, d'économie macro, de changement de monnaie, peut-être de la fin du dollar. Mais peut-être avant de commencer, est-ce que tu pourrais te présenter aux personnes qui ne te connaissent pas encore ? Oui, écoute, je te remercie pour déjà l'invitation sur ta chaîne. Et moi, je t'invite du coup dans notre studio pour me présenter Mathieu Faraco. Grosso modo, moi j'ai la chaîne YouTube donc Libre et Riche. On a aux alentours de 215 000 abonnés aujourd'hui. Elle a été créée en 2018 avec pour objectif de démocratiser, si tu veux, et vulgariser les concepts d'économie, de finance, d'investissement de manière générale, que ce soit dans le domaine boursier ou financier pur et dur, et immobilier. Donc ça, c'est la chaîne YouTube qui a maintenant 5 ans et demi, puisque c'était en septembre 2018. Après, j'ai aussi un organisme de formation. Donc on fait des formations finance, immobilier, crypto-monnaie aussi, création d'entreprise. J'ai un cabinet de gestion de patrimoine, donc on fait de l'accompagnement en gestion de patrimoine, optimisation fiscale, civile, immobilière, financière, etc., etc. On développe là une agence immobilière, on fait de la transaction immobilière parce qu'on a la carte T d'agent immobilier, on le développe encore plus à partir de cette année. Paradoxalement, alors que les taux explosent et qu'il y a beaucoup d'agences immobilières qui font faillite, et en fait c'est dans les crises qu'on a des opportunités. Et aujourd'hui, on a ce studio d'enregistrement, donc WeProd Studio, à la Tour Montparnasse sur Paris, qu'on vient de lancer, et qui a pour vocation en fait de faire du clé en main pour les créateurs de contenu comme toi, comme moi, qui ont besoin de s'enregistrer dans un studio qualitatif avec un décor joli et présentable, avec du matériel de qualité qui n'est pas toujours donné, et du son aussi de qualité, parce que le son c'est super important. Et puis après, au-delà de l'aspect pécuniaire, c'est-à-dire le matériel qui est quand même assez onéreux, on va dire, c'est aussi la capacité à faire du montage et à retravailler son audiovisuel pour pouvoir avoir du matériel qualitatif sur les réseaux sociaux. Donc voilà à peu près, je ne sais pas si ça répond à ta question, mais voilà pour ma présentation, quoi. Donc investisseur, entrepreneur, et ainsi de suite, quoi. Beaucoup de choses à dire. Justement, je te propose qu'on embraye peut-être sur les cryptos, parce que c'est un sujet d'actualité, encore plus quand on va sortir cet épisode, où on sera peut-être fin février, début mars. Ouais. Et donc, il y a cet engouement au niveau des crypto-monnaies qui revient avec le halving, avec les conditions macroéconomiques qui arrivent. Qu'est-ce que déjà tu penses de ça ? Comment tu vois les cryptos en 2024 ? Alors les cryptos en 2024, disons qu'il y a crypto et crypto, c'est comme qu'est-ce que je pense des actions, qu'est-ce que je pense de l'immobilier. Voilà, il y a une multitude de crypto-monnaies. Après, il y a des crypto-monnaies qui ont pour vocation d'être monnaie, des cryptos qui ont plutôt vocation à être des jetons, donc des tokens. Et donc il y a des projets derrière, des fois il n'y a pas de projet du tout, et c'est des pures arnaques, type Terra Luna ou FTX c'était une plateforme mais qui avait aussi sa crypto, et ainsi de suite. Donc il faut analyser au cas par cas, de la même manière que tu le ferais quand tu analyses des actions. Qu'est-ce que j'en pense concrètement ? À titre personnel, je trouve que c'est une innovation qui est géniale. Donc, le principe de blockchain, de décentralisation, etc. Je trouve ça super dans l'idée. Après, j'aime pas trop les extrémismes type... c'est l'avenir. Voilà. Non, mais même ne serait-ce que...
maximaliste Bitcoin. Enfin, le Bitcoin, c'est la panacée. Ça va remplacer toutes les monnaies au monde. C'est la monnaie reine. Bon, je pense que voilà, moi, j'aime pas que ce soit de droite, de gauche, tout ce qui est extrémisme, j'aime pas trop. Et je pense que ça a sa valeur. Ça a peut-être un intérêt. Aujourd'hui, est-ce que ça joue le rôle de monnaie ? Ça n'a pas forcément les 3 attributs de la monnaie, hein, réserve de valeur, intermédiaire des échanges et unité de compte. Ça essaye de se rapprocher, mais en tout cas, dire que c'est forcément une monnaie et qu'elle va remplacer les monnaies, moi je pense que c'est du pipeau, en tout cas en l'état actuel des choses. Après, est-ce qu'il faut investir ou pas ? C'est comme tout, pourquoi pas diversifier son portefeuille et avoir une partie de son argent placé dans le Bitcoin, mais encore une fois, ça reste minoritaire par rapport à un placement financier type bourse, qui est là où c'est une bonne partie de ton épargne, après avoir, pour moi, rempli son coussin de sécurité. Ça, c'est clair et net. T'as pas ton coussin de sécurité, t'investis pas en bourse. Ok. T'as des cryptos, toi, personnellement ? J'ai des cryptos. J'ai du Bitcoin majoritairement, un petit peu d'Ether. Et après, pour être tout à fait honnête avec toi, j'analyse pas les projets parce que ça m'intéresse pas de passer du temps. Moi, j'ai plus une approche passive, c'est-à-dire que j'adore analyser aussi les comptes de résultats, bilan, tableau de trésorerie, les états financiers des entreprises quand ils sortent tous les 3 mois, etc., ou même tous les ans. C'est quelque chose que j'adore parce que j'ai aussi un profil financier vu que j'ai fait des études de droit et de finance, et avec de la finance de marché. Donc c'est des choses qui me passionnent, mais qui clairement aujourd'hui avec tout ce que j'essaye de faire, j'essaye de le faire relativement bien parce que sinon ça sert à rien de le faire, ça me prend trop de temps. Donc voilà, c'est plus une approche passive que j'adopte, et devoir analyser tous les projets, ça serait comme ouvrir tous les comptes financiers des boîtes. Si tu fais bien les choses, si tu peux très bien te dire je place 1000 euros, je place 100 euros, mais c'est pas en tout cas mon approche en tant qu'investisseur. Donc non, après à part ça, je m'y intéresse pas plus. Et j'aime analyser et comprendre ce qui se passe, type quand il y a eu par exemple le cas de FTX, Terra Luna, il y a eu des appels de marge avec les intermédiaires, etc., le fonctionnement, la blockchain, les intermédiaires, les brokers. Mais après, analyser tous les projets, non, c'est trop long, quoi. Ouais, je comprends. Et l'ETF, Bitcoin, qu'est-ce que tu en penses ? Alors, qu'est-ce que j'en pense de l'ETF Bitcoin ? L'ETF Bitcoin, sincèrement, j'en pense pas que du bien. Je m'explique. Premièrement, parce que déjà, on l'appelle ETF. Alors, aujourd'hui, effectivement, il y a eu une approbation pour qu'il soit ETF, en tout cas aux États-Unis. Un ETF Bitcoin au sein de l'Union européenne, par exemple, c'est impossible. Pour la simple et bonne raison qu'on a la réglementation UCITS qui interdit, en fait, d'avoir un seul actif dans un fonds. Donc, il faut que le fonds soit diversifié. Et donc, à partir du moment où le fonds doit être diversifié, ça ne sera pas un ETF. Alors, ça fera partie de la famille des ETP, des Exchange Traded Products, mais pas au sens d'ETF, Exchange Traded Fund. Ce ne sera pas un fonds d'investissement, ça sera par exemple un ETC ou un ETN, Exchange Traded Commodities, ou un Exchange Traded Notes. Et en fait, là, c'est là où la subtilité est importante, c'est que si avec un ETF, je suis propriétaire, puisque ce sont des actions, j'ai un droit de propriété sur la part du fonds, hein, c'est une action, avec un ETF, je dis ETF, mais en fait, c'est un abus de langage, c'est pas un ETF, comme je dis. Donc un ETN ou un ETC, je ne serai pas propriétaire du fonds, je serai créancier. Donc ce serait un droit de créance que j'ai, puisque je m'expose à des produits dérivés, je m'expose à des notes, enfin c'est de la dette, quoi. Et qui plus est, en règle générale, qui font usage de futures, donc de contrats à terme, de produits dérivés, etc. Donc en tout cas, au sein de l'Union européenne, ça ne sera pas un ETF. Et aux États-Unis, par contre, ça peut être un ETF. Après, pourquoi moi je ne suis pas fan de l'ETF Bitcoin ? Alors, il y a peut-être des avantages qui est de pouvoir démocratiser, on va dire, l'investissement dans le Bitcoin, parce qu'aujourd'hui, si on veut bien faire les choses, acheter du Bitcoin, c'est très dur. Si on veut vraiment faire bien les choses, c'est-à-dire être décentralisé, et passer par la blockchain, avoir son Bitcoin sur son ledger, etc. Parce que moi, ça me fait rire, les personnes qui me disent « Ah, mais moi, je veux me débancariser, je vais acheter du Bitcoin en passant par Binance. Ouais, enfin non, tu ne te débancarises pas. En fait, tu reproduis le système bancaire sur un système parallèle non réglementé qui plus est, avec des actifs qui ne t'appartiendront pas, puisque en fait, c'est comme une banque, ton argent que tu as en banque, ça ne t'appartient pas. Donc, l'ETF, s'il permet de démocratiser l'investissement dans le Bitcoin, et notamment de faire venir des institutionnels, pourquoi pas. Après, si c'est pour acheter juste du Bitcoin et se débancariser, achète ton Bitcoin, ça ne sert à rien de passer par un ETF, quoi. Et après, du coup, ouais, je ne suis pas fan de cet ETF Bitcoin, non. Est-ce que tu penses que le Bitcoin peut un jour devenir une monnaie qui concurrence le dollar, par exemple, ou l'euro ?
Au début, je t'aurais peut-être dit, enfin, il y a peut-être quelques temps, quand je m'y intéressais beaucoup et que bah, tu as toujours une partie, c'est comme la courbe de Dunning-Kruger. Ouais. Tu vois, ce que je veux dire, c'est que tu as une partie où tu dis je crois tout savoir. Ouais. Et après, tu commences à creuser le sujet. Donc, tu as des a priori, des gros a priori. Tu dis ouais, je sais tout. Après, tu commences à creuser le sujet. Tu dis putain, en fait, je sais rien. Et après, tu continues à creuser. Quand tu as tes a priori disparaissent, quand tu sais plus rien, tu te mets à te poser des questions avec humilité, et après ça remonte parce que tu commences à vraiment maîtriser le sujet. Et c'est proportionnel en fait, à ton niveau de connaissance, le niveau que tu penses avoir à la fin. Exactement. Et au final, même à la fin, tu dis en fait, il me reste tellement de choses à savoir que je pense toujours ne rien savoir. La vallée de l'humilité. Exact. Aujourd'hui, je ne saurais pas où me positionner. Je pense avoir des connaissances. Il me reste encore énormément de choses à apprendre. En tout cas, j'ai eu ma partie aussi de début, comme tout le monde. Hein. C'est normal quand on s'intéresse à un sujet. Donc, avant, je t'aurais peut-être dit oui, ça va devenir une monnaie, etc. En creusant le sujet et en essayant de lire un petit peu, si tu veux, les pros et les contre, de ne pas se contenter d'écouter que ceux qui te disent ce que tu as envie d'entendre, bah, tu te rends compte que c'est assez difficile de concurrencer les monnaies, en tout cas en l'état actuel des choses. Est-ce que ça va remplacer les monnaies ? Je pense pas. Ça va se démocratiser, oui, mais aujourd'hui, en tout cas, c'est tellement volatile. Moi, par exemple, je parle en tant qu'entrepreneur. Tu le sais, tu l'es aussi. Quand tu es entrepreneur, tu as des dépenses à envisager, à anticiper. Et donc, tu as besoin que les prix, c'est pour ça que les prix doivent être relativement fixes. Alors, on dit oui, mais il y a l'inflation. Oui, d'accord, mais bon, tu perds pas 50% en une semaine. Et donc, tu as besoin de te projeter, te dire, bon, a priori, si ça, j'ai une dépense prévue de 1000, 2000, 5000 euros, je sais que je vais en avoir pour 2000, 5000 euros dans 6 mois. Si maintenant, tu as ton Bitcoin et chute, et que tu avais projeté de dépenser 2 bitcoins, par exemple, et qu'au final, comme sa valeur chute tellement, tu es obligé d'en dépenser 5, bah, tu vas vite avoir ton portefeuille qui va être vidé. Donc c'est comme si demain, tu avais une inflation de 100% comme en Argentine. C'est difficile de pouvoir anticiper et se projeter. Et comme aujourd'hui, le Bitcoin est trop volatile, c'est assez difficile de se projeter et c'est assez difficile de reproduire en tout cas les caractéristiques des monnaies à proprement parler, bien qu'elles souffrent aussi de mots, hein, inflation, manipulation des gouvernements ou des banques centrales. Voilà, tout n'est pas tout noir, tout n'est pas tout gris, tout blanc, pardon. C'est toujours un peu une nuance de gris et de couleur. Mais non, je pense pas que le Bitcoin deviendra monnaie, en tout cas aujourd'hui, quoi. Est-ce que si le Bitcoin est moins volatile, par exemple avec un ETF Bitcoin potentiellement aux États-Unis, comme tu dis, qui ramènerait les institutionnels, et donc on aurait beaucoup plus de volume, potentiellement beaucoup moins de volatilité, est-ce que si le Bitcoin demain devenait aussi peu volatile que le dollar, ce serait suffisant pour concurrencer peut-être une des monnaies fiduciaires ? Moi, je pense que malgré tout, il y a encore un gros travail de compréhension et de vulgarisation. C'est-à-dire que les gens ne savent pas aujourd'hui acheter. Enfin, la majorité des personnes qui s'intéressent, alors les personnes qui s'y intéressent vraiment, vraiment, qui adorent la technologie, comprennent les mécanismes.